Et donc le premier essor du photovoltaïque, ça a été le spatial. Et c'est ça qui a permis de commencer à enclencher une courbe d'apprentissage. Et c'est vraiment une croissance très très importante. En fait, si on le trace en échelle logarithmique, c'est une croissance exponentielle depuis à peu près une trentaine d'années. Ce qui s'est passé à cette échelle-là, 2008, c'est que la Chine s'est lancée dans la bataille et a développé une industrie de silicium dédiée au photovoltaïque. Ils se sont mis à produire du silicium pour ça. Et donc le coût du silicium s'est effondré, il est devenu encore moins cher que ce qu'il était avant. La Chine a mangé l'intégralité du marché, non seulement en fermant les concurrents qui existaient ailleurs, mais surtout en développant le photovoltaïque dans une ampleur sans commune mesure avec ce qui se faisait avant. Et c'est ça qui continue aujourd'hui de driver la dynamique. Bienvenue dans le Greenetter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du solaire photovoltaïque. Pas cher, facile à produire et rapide à installer. Malgré son intermittence, le solaire photovoltaïque est un atout précieux pour produire une énergie bas carbone. D'où cette question, quel est le potentiel du photovoltaïque? Pour y répondre, nous recevons Daniel Suchet, enseignant en physique à l'école polytechnique où il dirige le programme de formation sur l'énergie et chercheur à l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France. Bonjour Daniel. Bonjour Maxime. Alors première question, est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quand on a créé les panneaux photovoltaïques et nous dire la particularité, une des particularités du panneau photovoltaïque à ma connaissance, c'est que c'est une des seules énergies qui n'est pas mécanique. Absolument. La découverte de l'effet photovoltaïque, c'est le 19e siècle. C'est Edmond Becquerel, en 1839, qui s'intéresse à l'interaction entre la lumière et la matière et qui se rend compte un peu fortuitement que un dispositif réagit quand il est éclairé par des rayons verts ou bleus ou ultraviolets, mais pas quand il est éclairé par des rayons rouges ou de plus basse énergie. Et donc c'est la première découverte d'une réponse électrique d'un dispositif en fonction de l'énergie de la lumière qui lui arrive dessus. Becquerel, à l'époque, il ne l'imagine pas du tout comme une technologie de conversion de l'énergie. Il imagine que c'est un truc génial pour mesurer la capacité de la lumière à faire des réactions chimiques. Et d'ailleurs, l'application qu'il va en tirer, c'est la photographie couleur. Il se passe quasiment un siècle avant que le photovoltaïque devienne vraiment une technologie de l'énergie. Le photovoltaïque va être redécouvert à 2 reprises, et c'est au Bell Labs aux États-Unis, au milieu du XXe siècle, qu'on redécouvre l'effet photovoltaïque, cette fois-ci dans du silicium, qui va devenir la technologie porteuse des cellules solaires telles qu'on les connaît aujourd'hui, et qu'on développe, 1954, pour la première fois, un panneau solaire, comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un assemblage de cellules solaires qui est capable de produire une puissance électrique quand il est éclairé par la lumière du soleil. Effectivement, tu l'as évoqué, une des grandes spécificités du photovoltaïque, c'est cette capacité à produire de la puissance électrique sans pièces mécaniques. Ça veut dire aussi sans pièces mobiles, sans usure. Et donc ça ouvre des perspectives de déploiement technologique assez particuliers. Parce que tout le reste, que ce soit l'éolien, que ce soit, en fait, on fait tourner des turbines, peu importe comment on arrive à les faire tourner, mais c'est ça, c'est une énergie mécanique. Absolument. Toutes les autres technologies reposent en fait sur l'induction électromagnétique, c'est-à-dire l'idée qu'on est capable de créer un courant électrique si on a un champ magnétique qui bouge au cours du temps. Et pour faire bouger un champ magnétique au cours du temps, le plus simple, c'est de faire tourner un aimant. Et alors, il y a plein de façons de faire tourner l'aimant. On peut le faire tourner parce qu'on l'a attaché sur un axe relié à une turbine qu'on alimente avec de l'eau ou avec du vent, ça va être de l'hydro ou de l'éolien, ou avec une turbine dans laquelle on fait passer un gaz, de la vapeur, ou un gaz qu'on fait brûler. Et ça va être l'ensemble des centrales thermiques, qu'elles soient au charbon, au gaz, au nucléaire. Donc l'ensemble des autres technologies reposent sur un mouvement mécanique de rotation, pas le photovoltaïque, qui est vraiment une conversion directe de la lumière du soleil en électricité. Peut-être je prends juste l'occasion de distinguer là le photovoltaïque, qui est cette conversion directe, et le solaire thermique à concentration. C'est aussi des images qu'on a en tête, des grands champs de miroirs où on concentre la lumière du soleil sur une tour centrale. On peut comme ça monter à très très haute température et on se sert de cette chaleur pour alimenter une turbine à gaz et on est ramené aux centrales thermiques que j'ai évoquées précédemment. C'est ce qu'on voit en Espagne, par exemple, dans certains Ouais, pays ou en Australie, de mémoire. tout à fait. Mais dans les différentes façons de tirer parti de l'énergie solaire, le solaire thermique pour avoir de l'eau chaude, le solaire thermique à concentration pour avoir de l'électricité à partir d'une source chaude, et le solaire photovoltaïque qui est la conversion directe de l'électricité en puissance électrique, c'est clairement le solaire photovoltaïque qui a le vent en poupe et qui a une dynamique de croissance absolument spectaculaire.
Justement, on va parler de la dynamique. Quelle est la dynamique dans le monde et en France du photovoltaïque? On parle de révolution solaire. Est-ce que c'est des termes qui sont galvaudés ou est-ce qu'on assiste vraiment à une croissance très importante du photovoltaïque ces dernières années? C'est vraiment une croissance très, très importante. En fait, si on le trace en échelle, logarithmique, c'est une croissance exponentielle depuis à peu près une trentaine d'années. Alors, il faut toujours se méfier des exponentielles, elles vont jamais jusqu'à l'infini. Mais c'est une croissance qui est vraiment très impressionnante. Peut-être pour replacer quelques points d'histoire, 1954, les premiers panneaux en silicium, c'est un échec complet. Parce qu'en fait, ça tient du gadget technologique, ça coûte une fortune à créer, à produire, et concrètement, ça sert à rien. Les premières applications concrètes du photovoltaïque, ça a été pour de la production d'énergie sur des applications où le coût n'avait aucune espèce d'importance. Et ça, c'était les missions spatiales. Parce que quand on envoie un satellite dans l'espace, en fait, le coût du panneau comparé au coût de la mission, c'est peanuts. Le premier satellite américain, Vanguard, a été équipé de panneaux solaires, et les panneaux solaires ont permis au satellite de fonctionner beaucoup, beaucoup plus longtemps que la batterie chimique qui était embarquée avec. Et donc le premier essor du photovoltaïque, ça a été le spatial. Et c'est ça qui a permis de commencer à enclencher une courbe d'apprentissage. Parce que quand on commence à développer une technologie, on a un prototype qui est absolument pas viable sur le plan économique, et c'est à force d'en faire que on développe la compétence. Donc il y a eu toute une première partie de développement un peu marginale, et puis l'apprentissage venant, on a appris à faire des panneaux moins chers, plus efficaces, et ça a commencé à devenir faisable sur Terre. En particulier grâce à l'industrie de la microélectronique, qui fournissait du silicium dont le photovoltaïque a pu se servir. Et donc il y a vraiment un fort lien à cet endroit-là entre la Silicon Valley, la vallée du silicium, pour les microprocesseurs et le développement du photovoltaïque. Je continue l'histoire rapidement. Il y a un certain nombre de pays qui se positionnent sur ces questions, les États-Unis, le Japon, l'Europe principalement, qui sont des acteurs qui se répartissent vraiment le marché. Et puis on arrive vers les années 2000, 2005, et à ce moment-là, la quantité de silicium nécessaire pour le photovoltaïque devient importante par rapport à la quantité que la microélectronique pouvait fournir. Donc le prix du silicium explose, et émergent d'autres technologies qui se disent, ben voilà, le silicium, c'est la première génération, maintenant c'est fini, parce que ça coûte trop cher, nous on est la deuxième génération, et on va prendre la suite. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé à cette échelle-là, 2008, c'est que la Chine s'est lancée dans la bataille et a développé une industrie de silicium dédiée au photovoltaïque. Ils sont mis à produire du silicium pour ça. Et donc le coût du silicium s'est effondré, il est devenu encore moins cher que ce qu'il était avant. La Chine a mangé l'intégralité du marché, non seulement en fermant les concurrents qui existaient ailleurs, mais surtout en développant le photovoltaïque dans une ampleur sans commune mesure avec ce qui se faisait avant. Et c'est ça qui continue aujourd'hui de driver la dynamique. Je reviens juste sur mon exponentiel du départ. 30 ans d'exponentiel, ça a permis de passer de rien du tout à pas grand-chose. On est aujourd'hui à peu près 5% de la quantité d'électricité produite dans le monde en énergie par an qui vient du photovoltaïque. 5% de l'électricité totale, il faut se rappeler que l'électricité, c'est 20% de l'énergie finale qui est consommée. On est encore très 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 loin d'avoir un monde alimenté par l'énergie solaire, mais c'est une dynamique qui est impressionnante. Ce qui est intéressant quand même, 5%, c'est aussi la quantité d'électricité produite en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en 2021, je crois que c'était 2,5%, donc on voit quand même une progression très impressionnante. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un pouillème de l'énergie dans le monde et en France, et c'est vrai à date, mais on voit qu'il y a une progression qui est quand même très importante. Ça, on le constate, et la dynamique est toujours en train de se développer là-dessus. Oui, pour l'instant, au niveau mondial, on reste sur cette dynamique. On cherche toujours les signes du moment où on va quitter l'exponentiel et où les choses vont se réduire un petit peu. Il y a un graphe qui est un peu de mauvaise foi, mais qui est assez spectaculaire, où on compare la capacité installée année après année, donc combien de panneaux en plus on a mis l'année suivante par rapport à l'année d'avant, comparé aux prédictions que l'Agence internationale de l'énergie faisait des trajectoires pour le solaire dans les années à venir. Et en gros, chaque année, l'IEA se disait, on va imaginer que dans la suite, on va rester à peu près à la capacité d'installation qu'on a actuellement. Et puis l'année suivante, en fait, ça augmente encore plus, puisque c'est une exponentielle. Et donc, il y a vraiment ce graphe où on voit les prévisions et la réalité qui explose les prévisions. Je reviens sur la Chine. En 2008, il y a à peu près 8 gigawatts de solaire installés dans le monde. Et la Chine se dit, d'ici une vingtaine d'années, on veut avoir chez nous 2 gigawatts. Pour l'instant, on n'a rien. Et on veut avoir à peu près un quart de ce qui existe dans le monde juste chez nous.
En fait, ils vont pas faire 2 gigawatts, ils vont faire 250 gigawatts. Donc, ils ont explosé leur objectif d'un facteur 140. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là dont tu parles et qui est sensible à l'heure actuelle. Pour le redire encore un tout petit peu différemment, mais c'est juste différentes façons de dire exponentielle. Il y a fin 2022, on était à peu près 1 terawatt de puissance solaire installée. Peut-être on reviendra après sur ce que ça veut dire concrètement, 1 terawatt installé, mais ça donne une idée de la taille du parc mondial. Ça veut dire que depuis le début de l'histoire jusqu'à 2022, on avait installé 1 terawatt. Fin 2024, on est à 2,2 terawatts. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, on a installé plus que tout ce qu'on avait installé jusque-là. C'est vraiment cette dynamique-là. Est-ce que c'est amené à se poursuivre? C'est toujours difficile de faire des prédictions, surtout quand elles concernent l'avenir. Manifestement, il y a une dynamique qui est engagée, donc je pense qu'elle ne va pas disparaître tout de suite. Savoir jusqu'où est-ce qu'il faut prolonger les exponentielles, c'est un débat à avoir. La question complémentaire, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on a aussi appris qu'il fallait se méfier des exponentielles. Et je pense que c'est à la fois une bonne nouvelle dans le sens où je pense qu'il vaut mieux vivre dans un monde où il y a cette alternative technologique qu'un monde où elle ne serait pas possible. Et je pense que pour qu'elle soit possible, il faut qu'elle soit à un niveau de maturité qu'elle atteint grâce à ce développement. C'est un cercle vertueux. Plus on fait de panneaux, mieux on sait faire des panneaux. Mieux on sait faire de panneaux, plus on fait de panneaux. Mais en parallèle, il faut prendre conscience de la façon dont cette maturité, qui fait du photovoltaïque un acteur important du paysage énergétique aujourd'hui, va avec des responsabilités et va avec une évolution de ce qu'il faut attendre de cette technologie. On n'attend pas la même chose de quelque chose qui est émergent et qui est encore complètement foisonnant et en train de pousser, et puis d'un acteur qui revendique de faire une part significative de la production. Justement, c'est intéressant dans le rapport RTE 2050 qui était vraiment très intéressant, qui a été publié il y a 2 ans. Donc, le but de RTE, c'est le transport d'électricité, c'est de pouvoir prévoir d'ici 2050 en gros quel câble ils vont devoir poser et donc de savoir quelle est l'infrastructure du réseau. Et à ce titre, ils ont étudié toutes les propositions politiques des différents partis, soit des gens qui veulent faire du tout nucléaire, soit des gens qui veulent faire du tout énergie renouvelable, soit des gens qui veulent mixer. Et dans tous les scénarios, qu'on soit avec une relance importante du nucléaire ou qu'on soit sur tout énergie renouvelable, on était dans leurs prévisions entre x7 et x21 en solaire. Ça veut dire que à l'horizon 2050, les autorités comme RTE considèrent que le solaire va avoir une part significative dans la production d'électricité, sachant que la part de l'électricité va augmenter de manière substantielle dans notre mix énergétique. Oui, alors, plein d'éléments intéressants dans ce que tu évoques là. Les documents de RTE sont des éléments vraiment de référence pour réfléchir aux questions énergétiques en France, parce que RTE a cette double casquette de gestionnaire du réseau de transport et de cette mission de prospective énergétique et de dessiner des scénarios pour les futurs énergétiques en France. Les chiffres que tu as évoqués, je les ai aussi en tête, entre x7 et x20 en fonction du mix envisagé dans ces scénarios. Je pense que c'est intéressant de dépayser la question. Parce qu'en France, on est rapidement ramené à la question le solaire et le nucléaire, et au fond, est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire parce qu'on pourrait faire ça qu'avec des centrales? Et je pense qu'une façon de sortir de cette dispute-là, qui a sa pertinence et qu'il faut sans doute avoir, mais qui empêche parfois de réfléchir à d'autres choses. Et je pense qu'une façon de l'éviter, c'est de se dire, en fait, en France, on a le luxe de pouvoir se poser la question. Est-ce que c'est plutôt nucléaire? Est-ce que c'est plutôt solaire? Est-ce qu'il faut développer? Est-ce qu'on peut trouver des façons de faire davantage d'hydro? Il y a plein de pays dans le monde où en fait la question ne va pas se poser. Parce que globalement, il y a la capacité de faire du solaire à peu près partout, sauf dans les pays très nordiques. En général, ce n'est pas ceux qui sont les plus en difficulté sur le plan de leur approvisionnement énergétique. Alors que les autres options, nucléaire, hydro par exemple, ne sont pas forcément des technologies qui peuvent être déployées à l'échelle nécessaire partout dans le monde, pour des raisons physiques ou pour des raisons géopolitiques. Et donc les questions qui se posent avec le déploiement du solaire, même si on se dit, nous en France, on a une option pour ne pas avoir besoin de se les poser, il va falloir qu'on se les pose au niveau mondial. Et comme le problème est mondial, de toute façon, il faut que ces questions soient traitées et soient résolues. Donc le solaire est amené à se développer. En France, on peut discuter des barres d'erreur. Dans le monde, c'est assez clair que c'est une des clés majeures de la décarbonation, parce que c'est ce qui permet d'aller vers une électrification bas carbone.
Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de l'IEA, la même IEA que je disais un peu pessimiste, L'Agence internationale de l'énergie, qui est la source de référence sur la question énergétique. merci, la même que je citais tout à l'heure et qui était un peu pessimiste par rapport à la trajectoire du solaire, l'IEA aujourd'hui considère elle aussi des taux de production ou d'augmentation de la production renouvelable d'ici 2050 qui sont de l'ordre d'un facteur 20 au niveau mondial. Donc ces ordres de grandeur, on les retrouve en fait ailleurs, et donc on peut les discuter vraiment à n'importe quelle échelle. Quel est le potentiel en France et dans le monde de cette technologie du panneau photovoltaïque? En gros, quelle est la taille de la ressource? Parce qu'on sait bien qu'effectivement, tu le disais, en Arctique ou dans le bassin méditerranéen, c'est pas tout à fait le même potentiel. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'ampleur de de ce potentiel? Oui, il y a plusieurs façons d'attraper cette question du potentiel. Et on en reviendra peut-être sur cette question-là quand on discutera des coûts aussi un peu plus tard. Il y a des façons de calculer le potentiel qui sont satisfaisantes parce qu'elles sont justes, elles sont exactes. Mais les réponses qu'elles apportent ne sont pas forcément les réponses pratiques qu'on a envie d'avoir pour prendre des décisions. Et puis il y a la façon d'essayer de répondre de manière plus pragmatique de qu'est-ce qui est faisable, mais c'est des réponses qui sont beaucoup plus sujettes à caution parce que ça dépend de comment est-ce qu'on calcule les choses. Alors si je prends la première approche, si je veux me demander la ressource solaire sur Terre, c'est assez facile, je connais le flux solaire sur Terre, et donc je regarde la quantité d'énergie solaire qui arrive sur la Terre. Puis je vais prendre les terres émergées. Je vais laisser de côté l'idée de couvrir les océans de panneaux solaires. Et donc si je prends les terres émergées, 30% de la surface terrestre, que je prends le flux solaire, la ressource solaire actuellement, c'est entre 1000 et 10 000 fois, tu vois, là, même là, il y a des barres d'erreur, mais de toute façon, c'est colossal, entre 1000 et 10 000 fois la quantité d'énergie primaire totale utilisée par l'humanité. Et là, je ne parle pas donc juste électricité, je ne parle pas énergie finale. Je parle de la quantité totale d'énergie dont on se sert. 1000 à 10 000 fois. Donc, c'est vraiment l'idée que c'est une espèce de manne énergétique. Je veux dire, un truc colossal dans les ordres de grandeur par rapport à la quantité d'énergie dont on a besoin. Évidemment, pour arriver à ce chiffre-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré sur toutes les terres émergées. Donc ça, c'est là que je dis que c'est pas du tout une notion pratique, quoi. Évidemment, on va pas couvrir de panneaux solaires l'ensemble des terres émergées. Et un des points forts du solaire, c'est qu'il y en a partout et qu'on ne peut pas être coupé dans son approvisionnement solaire. Ou alors, je veux dire, la problématique, c'est plus la décarbonation du mix, quoi. C'est qu'on est parti sur un hiver nucléaire et c'est autre chose. On est dans la science-fiction, j'espère. La contrepartie, c'est que c'est diffus. C'est-à-dire que par mètre carré, la quantité moyenne de puissance qu'on reçoit, c'est à peu près 150 watts par mètre carré lissé sur l'année, sous nos latitudes. Et donc que ça prend une certaine surface d'accumuler les quantités d'énergie nécessaires. Alors ensuite, on peut regarder du coup plus précisément. Bon, mais du coup, si on voulait en France, par exemple, produire 500 TWh par an, l'équivalent de ce que le parc actuel produit chaque année, quelle surface de panneaux solaires est-ce qu'il faudrait? La réponse, c'est à peu près 2000 km². 2000 km², c'est de l'ordre de 20% de la surface des routes. Alors, le problème, c'est que là, on peut dériver très vite. Je ne dis pas qu'il suffirait de couvrir 20% des routes de panneaux solaires pour faire un mix sans carbone. Mais c'est les ordres de grandeur sur les surfaces. La question, du coup, c'est ces kilomètres carrés, où est-ce qu'on les met? Parce qu'on peut imaginer les mettre... Moi, j'avais, si on voulait faire l'ensemble de effectivement, c'est pas quelque chose, enfin, c'est juste un exercice théorique parce qu'on fera jamais ça. Mais si on voulait faire 100% en solaire, moi, j'avais calculé, je sais pas si mes chiffres sont exacts, mais je crois que j'avais vu des chiffres dans la littérature qui sont similaires à 0,27 fois le territoire français. Enfin, 0,27% du territoire français, une dizaine 12 fois Paris, je crois. Voilà, c'est à peu près les ordres de grandeur. C'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Je dis ça parce qu'il y avait eu des informations qui circulaient qui disaient qu'en gros, il fallait recouvrir l'ensemble de l'Europe si on voulait sérieusement. Alors ça, c'est assez drôle, ça. C'est cette expression précise. Il faudrait recouvrir l'Europe de panneaux solaires avec une carte où on voit l'Europe couverte de panneaux solaires. C'est le journal télévisé de France 2 en 2011, quelques jours après Fukushima, au moment où on commence à se dire il faudrait fermer les centrales. Et donc, France 2 dit, mais enfin, si on voulait produire autant d'électricité avec des éoliennes ou avec des panneaux solaires qu'avec les centrales, il faudrait recouvrir l'Europe de panneaux solaires. Ce qui est assez drôle, c'est que cette archive est introuvable. On peut trouver en accès assez facile les journaux télévisés avant et après.
Cette archive-là, il faut écrire à l'INA pour demander l'accès à l'archive. Elle existe, hein, elle est disponible. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte De la bêtise. au niveau de la rédaction en chef que c'était vraiment pas du tout le bon ordre de grandeur. Ce serait intéressant d'ailleurs d'aller voir les journalistes qui ont fait ça pour voir éventuellement s'ils peuvent faire un droit de suite sur ce sujet. C'était il y a Ouais. 14 ans, donc je pense qu'il y a peut-être un peu de prescription. Mais tu as raison de le souligner parce que il y a plein de choses. Ça fait écho à la question de la dynamique que tu posais avant. Il y a plein d'éléments qu'on a en tête sur le photovoltaïque qui pouvaient être vrais il y a une vingtaine d'années et qui sont vraiment plus vrais maintenant. Et c'est la contrepartie de la dynamique. C'est qu'il faut se tenir à jour sur les chiffres et que à réfléchir avec des chiffres qui sont un peu vieux, on peut se tromper d'un bon facteur 10 sur les analyses qu'on fait. C'est le cas notamment de certains vulgarisateurs célèbres qui ont un peu écorné ces idées-là. Sur la question de la géographie, est-ce que... alors, on va parler de gros mots, mais notamment sur la question du facteur de charge, peut-être que tu expliqueras ce que c'est, parce que tu l'expliqueras mieux. Est-ce qu'il y a une différence substantielle, en gros, entre faire un panneau photovoltaïque à Dunkerque et à Nice, ou à Brest et à Nice? Oui. La question du facteur de charge que tu poses est vraiment importante et ça va me permettre de retoucher la question de la puissance installée que j'ai évoquée avant. Quand on installe un panneau solaire, on s'intéresse à la surface qu'il occupe et on s'intéresse à quel point il est efficace, à son rendement de conversion. On définit la puissance installée d'un panneau solaire comme la puissance que l'installation est capable de produire si elle était éclairée par le rayonnement standard, qui est le rayonnement solaire du 21 juin à midi, en gros, qui fait 1000 watts par mètre carré, et que le panneau était à 25 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance installée. Et donc, quand on dit il y a 2,2 terawatts installés dans le monde, ça veut dire si tous les panneaux du monde étaient éclairés simultanément à un instant donné, s'ils étaient tous éclairés de cette façon-là, ils produiraient 2,2 terawatts de puissance électrique. Évidemment, comme il y en a tout le tour du monde, ils sont jamais éclairés tous ensemble. Et donc, il n'y a jamais 2,2 terawatts de puissance installée, de puissance produite. Le facteur de charge, c'est le ratio entre la puissance installée, qu'on vient de définir, et la puissance moyenne produite sur l'année par l'installation. En considérant qu'il y a des moments où elle va être éclairée avec l'éclairement standard, mais souvent ça va être un peu moins, et puis il fait nuit, et puis il y a des nuages, et puis il se passe des choses. Et donc, la puissance moyenne, évidemment, est beaucoup plus faible que la puissance crête, la puissance installée. Le facteur typique de charge, il est entre 12 et 15%. Alors on dit, le solaire produit 12 à 15% du temps. C'est même pas vraiment ça qui se passe. On dit oui, mais du coup, il y a une arnaque entre ce qu'on dit qu'on installe et ce qu'on produit vraiment. C'est pas une arnaque, c'est juste qu'il faut être clair sur ce que ça veut dire, les grandeurs qu'on utilise. Et toutes les grandeurs ont une définition, et si on les utilise mal... Parce que ça, dans le débat, par exemple, les énergies qu'on appelle pilotables, leur facteur de charge est beaucoup plus important parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton si on veut de l'électricité. En gros, c'est pour C'est sûr. expliquer. En fait, ça dépend. Il y a des moyens de production qui ont un facteur de charge extrêmement faible. Les turbines à gaz qui sont utilisées ponctuellement pour passer les pointes en hiver, elles ont un facteur de charge nul, enfin quelques pourcents. Mais elles sont pas faites pour avoir un facteur de charge élevé. Elles sont là pour passer ces pics. On y reviendra sans doute sur la question de l'intermittence. Il y a une question entre le facteur de charge quand il est choisi parce que le moyen est pilotable et le facteur de charge qui est ce qu'il est compte tenu des conditions de production. La question était la différence de facteur de charge, c'est-à-dire pour un même panneau qui a la même capacité de production s'il était éclairé par l'éclairement standard, qu'est-ce que ça change qu'ils soient installés au nord ou au sud de la France? C'est à peu près 25% en quantité d'énergie totale produite sur l'année, c'est-à-dire en puissance moyenne sur l'année, donc en facteur de charge comparé à la capacité nominale du panneau. La moyenne française est typiquement... on va compter les choses par rapport à la ressource solaire, on peut compter les choses à partir de la puissance solaire reçue par mètre carré. Et puis cette puissance solaire, ensuite, on peut essayer de la convertir avec le panneau. La puissance solaire reçue par mètre carré en France, c'est à peu près 1300 kWh par mètre carré par an, en moyenne. Au nord de la France, on est autour de 1100. Au sud de la France, on est autour de 1500. Donc l'écart entre les deux, c'est 400. Donc à peu près 25% ou un tiers.
Juste pour avoir des ordres de grandeur, parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, j'avais j'essaye de voir par unité d'énergie installée combien ça produit d'électricité. J'avais calculé à l'époque, je crois, une éolienne classique, c'est à peu près, ça fournit de l'électricité pour 800 habitants. Un parc solaire, une centrale solaire sur 1 hectare, moi j'ai calculé que c'était à peu près 450. Enfin, que ça fournissait de l'électricité pour 450 personnes. Est-ce que c'est les ordres de grandeur sur lesquels on est bon? L'ordre de grandeur que j'ai moi, et ça c'est un bon ordre de grandeur à retenir, et on y reviendra sur la question des coûts. 1 hectare au sol, tu peux installer à peu près 1 mégawatt crête. Ce mégawatt crête, il va te produire à peu près 1 gigawattheure d'électricité par an, et ça va te coûter à peu près 1 million d'euros d'investissement. Et ça c'est facile à retenir parce que c'est 1. 1 hectare, 1 mégawatt crête, 1 gigawattheure par an, 1 million d'euros d'investissement. Alors après la question c'est est-ce que... Et cet ordre de grandeur-là, d'expérience pour l'avoir testé sur des fermes solaires, il est correct à peu près 20%. Un autre ordre de grandeur, je trouve, qui était intéressant, c'était de voir, justement, vous avez produit un guide solaire, enfin, dont tu as fait partie, et d'autres chercheurs ont produit un guide solaire, enfin, un guide sur toutes les questions, justement, qu'on peut se poser sur le photovoltaïque, qui montrait une toiture de 20 mètres carrés, donc exposée sud, ça produisait de l'électricité pour à peu près une famille de 4 personnes pendant 1 an. Alors là aussi, à regarder, le guide que tu évoques, c'est le guide qui s'appelle Solaire PV, qui est un travail porté par 2 de mes collègues principalement, Stéphane Collin et Jean-François Guimol. Et c'est un travail collégial qui rassemble une large partie de la communauté du photovoltaïque en France, un travail purement académique, bénévole, par des chercheurs du CNRS ou assimilés, et qui est disponible en ligne gratuitement. On mettra le lien. Et donc voilà, il y a ces petits calculs d'ordre de grandeur. On y reviendra sur la question du réseau et de l'intégration des énergies. La difficulté, c'est que là, on est en train de raisonner en nombre de kilowattheures produits sur l'année. Et donc, on fait un bilan d'énergie. Combien d'énergie j'utilise sur l'année? Combien d'énergie mon panneau est capable de produire sur l'année? Là où un des enjeux spécifiques liés à la question de l'électricité, c'est l'équilibrage en puissance. C'est-à-dire pas seulement la quantité d'énergie sur l'année, mais l'énergie consommée à chaque instant. Et donc là, on arrive sur la question de l'intégration du renouvelable dans le réseau. C'est une question qui est importante, et justement, les détracteurs de ces énergies renouvelables parlent beaucoup de l'intermittence. Qu'est-ce qu'il en est de l'intermittence? À quel point ça pose problème sur l'intégration sur le réseau notamment? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'intermittence? Oui. D'abord préciser que je suis là à la limite de mon expertise. Mon expertise à moi en tant que physicien du photovoltaïque, c'est le fonctionnement des panneaux solaires. Maintenant, je suis venu à ces questions par intérêt sur les enjeux énergie et climat. Et quand on s'intéresse à ces questions en lien avec le photovoltaïque, la question de l'intermittence arrive assez vite. Donc c'est un sujet que j'ai creusé, mais qui n'est pas mon expertise scientifique première. Deuxième point, je pense que c'est important d'historiciser et de contextualiser, parce que le procès en intermittence a été fait dès le début de l'émergence du photovoltaïque. Et il faut se remettre dans la perspective de l'exponentielle et se dire que les questions qui se posent aujourd'hui ne se posent pas de la même manière que les questions qui se posaient à l'époque. On a commencé par dire du photovoltaïque que de toute façon, il ne serait jamais qu'un gadget, il ne serait jamais que l'épaisseur du trait. Puis aujourd'hui, on voit que le photovoltaïque est capable de produire des gigawattheures dans le monde, des centaines de gigawattheures dans le monde, térawattheures même. On a dit le photovoltaïque, de toute façon, ce sera trop cher et ce ne sera pas compétitif. Aujourd'hui, le coût actualisé du photovoltaïque est compétitif avec les moyens conventionnels de production. Arrive la question de l'intermittence. Mais en fait, c'est des questions qui se posent successivement dans le développement et la maturité de la technologie. Le photovoltaïque, au départ, avait un rendement qui était faible, ensuite avait un coût qui était élevé, c'est des questions qui ont été traitées. Maintenant, la question de l'intermittence se pose et se pose effectivement. J'en viens du coup à la question de l'intermittence. Je pense que c'est une question qu'on se pose mal, en général. D'abord, la question de l'intégration dans le réseau, c'est pas juste la question de l'intermittence, qui est en elle-même une question souvent mal définie. Pour moi, l'intermittence, c'est la fluctuation rapide d'une source qui peut l'amener... C'est une fluctuation qui est rapide et qui est sur des amplitudes importantes. Un machin qui bouge rapidement, mais pas beaucoup, on va pas vraiment dire qu'il est intermittent. Un machin qui bouge beaucoup, mais qui descend, qui remonte très lentement, pas dire qu'il est intermittent non plus. Donc vraiment, l'idée d'intermittent, c'est un truc qui peut être très abrupt
et sur une amplitude importante. Et juste pour, bon, on en parlera un peu plus tard, mais le problème que ça pose, c'est sur l'équilibre du réseau. C'est-à-dire que le réseau doit toujours être équilibré et que ça peut créer des pannes. C'est ça le sujet. Absolument. Le réseau a globalement une capacité de stockage qui est quasi nulle. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'à chaque instant, ce qui est produit soit consommé et ce qu'on génère comme demande soit satisfait par une production. Donc, c'est un équilibrage de l'énergie à chaque instant, c'est-à-dire un équilibrage de puissance. Dans ce contexte-là, historiquement, on a une consommation qui varie. On consomme plus pendant la journée qu'au milieu de la nuit. On consomme plus à 19 heures en hiver qu'à midi en été. Et donc, le parc est piloté pour suivre cette variation de la consommation. Par rapport à ça, les productions, en particulier solaires et éoliennes, elles produisent non pas en fonction de ce qu'on leur demande pour répondre à la consommation, mais en fonction des conditions météorologiques, de l'ensoleillement et de la vitesse du vent. Et donc, ça rajoute une difficulté d'équilibrage, puisqu'il ne s'agit pas juste de suivre la consommation et éventuellement de gérer la défaillance des moyens de production, mais en plus de réussir à maintenir cet équilibre avec une production qui elle-même bouge. Et qui plus est, c'est la question de l'intermittence, qui est susceptible de bouger de façon brutale et sur une amplitude qui est importante. Mais si je souligne cette question des temps, c'est parce que la question de l'intermittence n'est qu'une partie de la question et que la question de l'équilibrage du réseau et des problèmes soulevés par l'intégration des énergies renouvelables intermittentes, solaires et éoliens, en fait, se décline sur plein d'échelles de temps. L'intermittence, j'espère avoir réussi à le faire sentir, c'est une question de court terme. En fait, il y a une question encore plus court terme, qui est la question de l'inertie du réseau. C'est-à-dire, si à un moment il y a un déséquilibre qui se fait, combien de temps j'ai pour réagir ? Et ça, plus le réseau repose sur des machines tournantes, les turbines qui sont entraînées par des forces mécaniques, plus pour un déséquilibrage donné, le réseau va évoluer lentement et donc plus j'ai de temps pour faire quelque chose. A l'inverse, si je réduis mon parc de machines tournantes pour le remplacer par des sources qui sont asynchrones, solaires et éoliens, alors pour un même déséquilibre, le réseau dérive beaucoup plus vite et j'ai moins de temps pour réagir. Potentiellement, c'est un des éléments, une des causes de ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques semaines maintenant. Il y a des échelles de temps plus longues que l'intermittence. Il se pose par exemple la question des variations saisonnières. La variation saisonnière, ce n'est pas une intermittence. Mais le solaire produit beaucoup en été, pas beaucoup en hiver. À l'heure actuelle, on consomme beaucoup en hiver, pas beaucoup en été. Donc il y a une question de déplacement de la consommation à l'échelle saisonnière qu'on n'attrape pas quand on dit intermittence, mais qui est aussi un défi qu'il faut relever. Et une complémentarité, par exemple, avec l'éolien, là où on produit moins de solaire en hiver, il y a plutôt plus en automne d'éolien. Exactement. Alors ça, c'est un point qui est super intéressant. Et justement, je trouve que c'est le point, c'est peut-être le meilleur exemple de là où c'est intéressant de distinguer les échelles de temps. L'éolien, tu l'as dit très justement, produit plus en hiver et moins en été. Donc si je fais un mix 50% solaire, 50% éolien, et ben à eux deux, ils ont une courbe de charge qui est relativement plate dans l'année. Donc, je peux traiter une partie de la fluctuation saisonnière par la complémentarité entre le solaire et l'éolien. Par contre, si je regarde les fluctuations demi-heure par demi-heure d'un mix solaire et éolien par rapport à un mix solaire ou un mix éolien, pas beaucoup de différence. Donc la complémentarité solaire et éolien ne fait pas disparaître l'intermittence, mais répond à la problématique de la saisonnalité. Et donc distinguer les échelles de temps, se rendre compte qu'il n'y a pas un problème, mais qu'il y a plein de problèmes, ça permet d'ouvrir un peu la boîte et de regarder concrètement qu'est-ce qu'on a comme perspective de solution et de réponse à mettre en place, mais problème par problème, parce qu'aucune solution va tout traiter à la fois. Et dans l'autre sens, on ne peut pas reprocher, on ne peut pas dire d'une solution qu'elle est inutile parce qu'elle ne fait pas tout en même temps. Il y a un sujet qui me semble intéressant là-dessus, c'est qu'on parle d'effet de foisonnement. Et si tu vas me dire si j'ai bien compris, mais les centrales qui sont très centralisées, par exemple du nucléaire ou une centrale thermique, si elle, pour X ou Y raison, elle fait défaut, bah, ça fait une grande perte sur le réseau. À l'inverse, comme il y a de l'éolien et du solaire un peu partout en France, s'il y a des nuages, y compris ceux qu'on avait mal anticipés à Nice, mais en fait, ça va être rattrapé par le soleil qui est à Bordeaux. C'est ça l'effet de foisonnement, c'est qu'en fait, il y a une stabilité globale
de la production du fait qu'il y ait un grand nombre d'unités? C'est ça la philosophie, l'intérêt conceptuel du foisonnement. En général, on dit, par exemple, s'il n'y a pas du vent ici, il y en aura bien là-bas. Effectivement, s'il y a des nuages qui passent ici, ils ne seront pas forcément là-bas. Et donc, si on agrège la production, eh ben, les aléas qui peuvent exister localement se compensent les uns les autres. Et donc, on a un truc qui est un peu plus smooth. En fait, là aussi, il faut regarder les données, il faut regarder les chiffres, il faut regarder les données pour passer de qu'est-ce qu'on peut se raconter qui semble crédible à qu'est-ce que ça donne réellement. Typiquement sur le vent, si je prends le vent seul, quand on agrège la production pays par pays au niveau européen, on se rend compte que les moments où il y a un creux, il reste des moments où il n'y a pas de vent, nulle part. Et donc si la question c'est, est-ce qu'en mutualisant comme ça les productions, j'arrive à avoir une puissance minimale garantie qui est significative, la réponse est en fait pas trop. Et pareil, on peut mettre tout le photovoltaïque qu'on veut, il n'y aura pas de production PV la nuit. Enfin, l'autre aspect de la question, c'est là aussi, il y a un truc qui souvent m'apparaît comme une espèce d'incohérence. On dit à la fois, l'intérêt de ces énergies, c'est que c'est une production locale, et on va foisonner les aléas et donc éviter les effets de variation brutale. Oui, mais pour réussir à alimenter Brest quand il y a des nuages par la production de Nice où il n'y a pas de nuages, ça veut dire qu'on mutualise, ça veut dire qu'on passe bien par le réseau central. Donc la dimension locale, en fait, elle est presque incompatible. Si je veux que Nice soit en mesure de s'alimenter, le sud soit en mesure de s'alimenter en même temps que ça alimente le nord, il faut que j'ai dimensionné mon système pour qu'il soit capable d'échanger. Donc c'est pas exactement les mêmes. Disons qu'il y a différentes philosophies ou différentes façons d'imaginer les choses. Le point suivant peut-être à faire dans cette même direction, c'est de se dire que, ouais, je reviens juste sur la question de l'Espagne. La question qui se pose aussi à se dire, on a toutes ces sources qui produisent une partie significative de l'énergie, c'est il y a un risque de déstabilisation de la façon dont le réseau fonctionne. Et ça me semble un point qui est vraiment important en se disant, le réseau a été conçu, a été dimensionné et régi par des règles et par des modes de fonctionnement avec en tête une technologie de production d'énergie, qui sont des centrales essentiellement thermiques ou hydro, des machines tournantes, qui ont leur mode de fonctionnement, qui ont leurs propriétés, qui fournissent de l'inertie, qui sont pilotables. Et on a construit autour de ça la façon d'exploiter le réseau. Il me semble qu'on ne peut pas imaginer remplacer ces outils de production par d'autres outils de production qui ont des propriétés radicalement différentes. Ils ne fournissent pas spontanément d'inertie, ils ne sont pas pilotables de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pilotables du tout. On ne peut pas changer les sources les unes pour les autres et imaginer que ensuite il faut piloter l'ensemble de la même manière. Enfin, le système a été optimisé pour un mode de fonctionnement. Forcément, avec d'autres sources, il est complètement sous-optimal. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de façon d'avoir un réseau optimal avec ces autres sources dans une part croissante? Sans doute pas. Mais c'est un vrai changement. Et ça, c'est quelque chose à anticiper. Justement, sur le réseau qu'on a aujourd'hui, à partir de quand ça devient problématique d'avoir trop de solaire? Est-ce qu'on a une idée précise du moment où ça peut poser problème? Oui. Alors la question, je ne sais pas forcément dire à quel seuil c'est problématique. RTE disait dans ses bilans prévisionnels en 2019, et puis répété ensuite dans le travail qu'ils ont fait conjointement, RTE et l'IEA, les deux structures qu'on a citées depuis le départ. Ils ont fait un travail sur les perspectives d'intégration d'un fort taux d'énergie solaire et éolienne dans le mix électrique. Et ils disaient en gros le seuil où on va commencer à sentir des effets de manière très sensible, c'est 50 gigawatts installés solaire plus éolien. Et ça, c'est 2025. Autrement dit, ça y est, c'est maintenant. Donc on sent ces effets. La question, c'est comment est-ce qu'on y répond? Et il y a un ensemble de réponses à apporter, à mon avis. À nouveau, comme je suis un tout petit peu à la limite, je ne vais pas aller trop loin. Mais je vois quatre directions, on va dire, de ce que j'ai pu lire. Il y a une partie des réponses technologiques. Il y a des choses à faire.
Alors on parle batterie en général, bon, mais si on a bien cette idée des échelles de temps en tête, on comprend que les batteries, elles ne sont capables de répondre qu'à une toute petite partie du problème. Alors c'est pas négligeable ce qu'elles sont capables de faire. En gros, si je résume, l'idée, ce serait que si on produit trop d'électricité, le surplus d'électricité va sur les batteries des véhicules électriques, par exemple. Alors, véhicules électriques à long terme, en fait, je vais revenir sur les véhicules électriques plus tard, mais dans un premier temps, on stocke, et puis quand on a besoin d'électricité et qu'on n'est pas en mesure de le produire, on utilise ce qu'on a dans les stocks. Mais en fait, en fonction de quelle échelle de temps on parle, est-ce qu'on parle de faire varier d'une heure sur l'autre? Il y a un nuage qui passe. Bon, bah, j'ai besoin d'avoir stocké avant le nuage pour utiliser ma batterie quand il y a le nuage, et puis après le nuage est passé. Fluctuation intrajournalière. Est-ce que je parle de variation jour-nuit? Est-ce que je parle de variation saisonnière? C'est pas du tout les mêmes technologies de stockage qui sont pertinentes, et on fera jamais du saisonnier avec des batteries. Ça serait absurde. Donc il y a des réponses technologiques. Batterie, mais aussi des histoires d'électronique de puissance pour assurer de l'inertie synthétique pour le réseau. Bref, toute une batterie de choses qui peuvent exister. Le deuxième élément, il est d'ordre réglementaire. Il est de se dire, jusqu'à présent, le solaire, l'éolien, le solaire en particulier que je connais, étaient des technologies qui étaient jeunes. Il y avait un enjeu de subvention pour promouvoir leur développement. Ils ont atteint un niveau de maturité où, un, ils veulent davantage par leurs ailes, et le niveau de subvention diminue. Et c'est normal. Et deux, jusque-là, ils avaient des conditions très facilitées d'intégration dans le réseau. On n'attend pas d'une ferme solaire qu'elle contribue au service du réseau de la même manière qu'une centrale thermique. Bah, à partir de maintenant, il va falloir qu'ils jouent le jeu de la stabilité du réseau. Ils sont devenus grands, donc ils doivent contribuer. Et ça veut dire que les installations solaires, potentiellement, vont avoir des coûts supplémentaires qu'ils vont devoir encaisser, parce qu'on va leur demander de pouvoir moduler leur puissance à la hausse ou à la baisse. Et pouvoir moduler la puissance à la hausse, ça veut dire que tu n'es jamais au maximum de ce que tu peux produire, tu es un peu en dessous, pour pouvoir augmenter si on te le demande. Ou alors tu as une capacité de stockage qui te permet d'augmenter ponctuellement la production s'il y a besoin. Mais ça, c'est des coûts qui, pour l'instant, ne sont pas pris en compte. Mais c'est normal. C'était pas pertinent que ce soit pris en compte jusque-là. Ça va émerger. Le troisième point, et je reviens sur la voiture électrique, c'est les perspectives de développement du parc électrique vont avec les perspectives de développement de l'électrification de la demande. L'idée, c'est pas juste de mettre du solaire et de l'éolien pour remplacer le parc existant à volume d'électricité fixé, mais c'est de se dire il faut électrifier des choses qui, pour l'instant, passent par des énergies thermiques, parce que c'est la façon de réduire les émissions de carbone. En particulier, la mobilité, éventuellement le chauffage, en partie l'industrie. Et là, il y a une vraie difficulté qui est que la dynamique de développement de la production électrique est beaucoup plus rapide que la dynamique d'électrification. Et donc là, il y a un écart qui se creuse et qui rend difficile l'intégration. Le dernier élément, c'est de se dire, et c'est un peu ce que j'évoquais, je pense qu'il faut envisager la façon dont le service électrique peut être amené à être différent dans un mix qui est avec une forte proportion de solaire et d'éolien par rapport à un mix qui est sur une forte proportion de thermique. Et à nouveau, mettons de côté la question de la France, réfléchissons au niveau mondial. Si on est dans un pays où il n'y a pas d'autre choix que le charbon, le gaz, le solaire et l'éolien, comment on fait? Ça ressemble à quoi ce qu'on est en mesure de proposer comme service énergétique en restant en dessous du seuil suicidaire sur le plan du climat et avec une enveloppe budgétaire qui est limitée. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas. Ce n'est pas des études que j'ai lues. La plupart des études se demandent comment faire pour garder le même système, le même service, avec des sources différentes. Et on se demande assez peu dans quelle mesure on peut faire évoluer le type de service et la qualité de service qu'on offre pour s'adapter aux sources. Je caricature, moi j'ai vécu en Inde par exemple, ou quand on va en Inde ou au Népal, par exemple au Népal, ils ont l'électricité 8 heures par jour. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ont pas... Ça voudrait dire des choses comme ça, c'est par exemple ne pas faire fonctionner tout un tas de systèmes la journée et le faire la nuit pour que
C'est ce type de réflexion dont tu parles? Oui, et je pense qu'il faut se demander à quel niveau et à quelle ampleur on va. On n'est pas forcément en train de parler, de ces conditions qui seraient dans notre standard de confort extrêmement dégradé. Hem, mais déplacer de la consommation à un moment où c'est pas nous qui choisissons, mais où c'est pratique pour le réseau, on l'a fait. On l'a fait, au moment de la production de l'installation du parc nucléaire, ça s'appelle les chauffe-eau. On a déplacé vers la nuit, on a créé un système d'heure pleine, heure creuse, on a déplacé vers la nuit des gigawatts de consommation électrique parce que c'était beaucoup plus intéressant de lisser la production en mettant une consommation dans la nuit plutôt que de tout avoir dans la journée et rien le soir. On peut très bien imaginer quelque chose qui va aller dans l'autre sens et qui va mettre davantage de consommation au milieu de journée quand le photovoltaïque produit. Et l'exemple du chauffe-eau montre que c'est typiquement des endroits qui ne sont pas douloureux du tout. Un cran plus loin, on peut se dire, et là c'est intéressant parce que ça fait du couplage sectoriel, des mélanges entre différents secteurs de l'énergie. La semaine dernière, on a eu chaud. Et la réponse quand on a chaud, ça s'appelle la maladaptation, enfin la clim, quoi. Donc on met des clims partout. Et je tiens à préciser que c'est pas un sujet marginal. C'est 10% de l'électricité mondiale. Et dans certains pays, l'AIE a fait un rapport Future of Cooling vraiment sur le sujet, où en Inde et en Indonésie, ils approcheraient les 50% d'électricité à certains moments de l'année Oui. dû à l'utilisation de la clim. Avec les perspectives que c'est de tous les facteurs, le facteur majeur d'augmentation de la consommation électrique mondiale. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Est-ce que j'ai vraiment besoin que ma clim se déclenche au moment où j'appuie sur le bouton, ou est-ce que j'ai besoin qu'il fasse frais chez moi? J'ai besoin qu'il fasse frais chez moi. Donc si j'imagine une climatisation qui fonctionne quand il y a du soleil, ça tombe bien, c'est le moment où j'ai besoin que ma clim fonctionne. J'ai pas forcément besoin de tirer sur des centrales pilotables qui fournissent l'énergie absolument quand je veux pour remplir le service énergétique dont j'ai besoin. Mais la condition, c'est que mon logement il soit bien isolé. Parce que si je fais du froid pendant la journée et que dès que j'arrête la clim, il recommence à faire chaud chez moi, parce que l'isolation du froid, c'est connexe de l'isolation du chaud, bah ça marche pas. Donc pour que cette perspective-là puisse marcher, j'ai besoin de logements qui soient correctement isolés, qui soient pensés pour un confort d'été. Et donc on sent bien qu'on fait du coup un lien entre la façon dont on va pouvoir intégrer le solaire photovoltaïque dans le réseau avec une flexibilité de la demande qui va éviter de tirer sur la capacité de pilotabilité des sources restantes. Ça peut dépendre de la qualité de l'isolation et du confort d'été des logements. On revient sur un point qu'on a commencé à évoquer, c'est celui de l'artificialisation. Concrètement, tu l'as dit, c'est une énergie diffuse qui, du coup, demande pas mal de place. Où est-ce qu'on peut, par exemple, en France, installer des panneaux solaires? C'est évident que la direction vers laquelle il faut aller, et c'est une des forces du photovoltaïque, c'est de pouvoir utiliser des surfaces qui sont déjà artificialisées. On parle ombrière de parking, on parle toit de bâtiments industriels, on parle éventuellement toit de bâtiments résidentiels, on parle éventuellement zone dégradée, anciennes décharges, délaissés de chantier. Et il y a déjà à faire sur ces surfaces-là une quantité très significative de capacité de production. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres exacts, d'abord parce que je ne les ai pas suffisamment en tête précisément pour pouvoir le faire, et puis je donnerai les références pour aller regarder de plus près. La difficulté est multiple, en particulier sur la question des toitures. D'abord, toutes les toitures ne sont pas adaptées nécessairement à supporter du photovoltaïque en termes mécaniques. Ensuite, les toitures ne sont pas forcément orientées dans la bonne direction. Donc, si j'ai un panneau qui n'est pas bien tourné, il va produire moins que ce qu'il pourrait produire. Et donc, pour la même dépense, j'ai acheté le panneau, j'ai payé l'installation, la main-d'œuvre, le raccordement. Puis mon truc, il ne produit pas beaucoup, c'est décevant. Il y a des contraintes d'intégration visuelle, paysagère, avec la difficulté d'être dans les cônes de visibilité de bâtiments, ce qui induit des difficultés. Et puis, les installations en toiture, et en particulier en toiture résidentielle, c'est en général des petites installations. Donc, ça veut dire c'est une installation qui est coûteuse. Ramener au panneau, c'est beaucoup plus compliqué de faire un échafaudage, monter sur un toit, mettre le truc,
vérifier que l'étanchéité du toit est bien faite, qu'il n'y a pas de problème raccordé, que venir installer 3 hectares au sol sur un truc qui est bien plat, bien terrassé. Donc, il y a un potentiel sur des zones déjà artificialisées qui est d'un ordre de grandeur suffisant par rapport aux besoins qui sont identifiés. Et pour autant, il y a un intérêt économique évident à aller vers des terres qui ne sont pas artificialisées, mais sur lesquelles on va pouvoir installer plus facilement, plus rapidement, des plus grandes surfaces. Donc là, il y a une vraie tension dans le développement du photovoltaïque et un vrai écart aussi entre différents acteurs qui ont différents intérêts dans la question. Oui, là, tu dis sans le nommer l'agrivoltaïsme. Vraiment, on a vu, parce que c'est beaucoup plus intéressant de produire de l'énergie, y compris pour les agriculteurs financièrement, et donc on a vu parfois des serres vides avec des panneaux solaires au-dessus. Juste, moi, j'ai regardé donc, dans le guide que vous avez fait qui cite la PPE 3, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il disait, en gros, dans les objectifs d'ici 2050, me semble-t-il, 41% de petites toitures, 5% de petites installations, 38% au sol et 16% de grandes toitures. Donc on est là, effectivement, en fait, les toitures sont beaucoup mobilisées et puis des centrales solaires au sol qui sont moins chères. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en gros, ça veut dire les toits des supermarchés, mais aussi des installations près des routes. C'est ce type d'installation qu'on va voir émerger dans les années qui viennent. Je pense que c'est ce qu'il faut espérer. Enfin, c'est vraiment typiquement les endroits où on peut installer du photovoltaïque avec un impact environnemental le plus réduit possible. Donc je pense que c'est la bonne direction. Et la question agri-PV que tu évoques, effectivement, que j'avais en tête, c'est une question qui est très délicate. Donc la perspective, c'est de se dire, en gros, on met du photovoltaïque sur des terres agricoles. Alors, les gens de l'agri-PV disent, ça, c'est pas de l'agri-PV, ça, c'est du PV sur des terres agricoles. L'agri-PV est censé apporter un intérêt agronomique pour les pratiques agricoles qui ont lieu, que ce soit de l'élevage ou des cultures. Donc, on peut imaginer, les panneaux photovoltaïques peuvent produire de l'ombre pour les animaux. Ils peuvent produire de la protection contre les aléas climatiques, contre la grêle, contre les coups de chaud. Donc, on peut imaginer que dans certains cas très particuliers, le photovoltaïque apporte réellement un intérêt agronomique. Malheureusement, les exemples que tu évoques montrent que assez souvent, l'intérêt économique qui pousse à développer le photovoltaïque, parce que ça fait des rentes financières, trouve de quoi justifier que mais oui, ça va être bien. Et en fait, c'est pas vraiment ça la préoccupation première. Il y a un autre enjeu là-dedans, et là aussi on est sur des questions intersectorielles. C'est que pour un agriculteur, le revenu de la vente de l'électricité produite par les panneaux ou de la location des terres pour un exploitant énergéticien qui va lui bénéficier du revenu électrique, ce revenu lié aux panneaux photovoltaïques est beaucoup plus important à l'hectare que le revenu de la culture qui est en dessous. Et donc le risque, c'est de transformer des agriculteurs en producteurs d'énergie qui font un peu de jardinage pour le plaisir, mais en fait, c'est plus ça leur source première de revenus. Alors, est-ce que l'enjeu, du coup, c'est d'interdire ce truc-là? Est-ce que c'est de revaloriser le revenu agricole? On est aussi sur du couplage entre les secteurs. Ça, c'est sans doute moins ta spécialité, mais sur le coup, on est justement l'Agence internationale de l'énergie, je crois, dit que l'énergie solaire aujourd'hui est une des moins chères au monde. Dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Justement, donc les fermes solaires, c'est-à-dire on met juste des panneaux solaires au sol, ça c'est extrêmement compétitif. C'est plus compétitif que les autres sources d'énergie. En revanche, si on met sur des toitures, ça devient compétitif, par exemple, avec du nouveau nucléaire ou de l'éolien, mais pas avec la prolongation du nucléaire qu'on a. Donc c'est une source qui est compétitive, mais ça dépend aussi d'où on l'installe. Oui. Je prends volontiers un tout petit peu de temps sur ce sujet-là qui me semble très très important. J'ai dit les échelles de temps sur l'intermittence. J'ai dit l'estimation de la ressource. Le même mode de raisonnement s'applique sur la question des coûts. Il y a différents endroits, différentes façons de regarder les coûts. Chacun a sa pertinence
et le risque, c'est d'en prendre un pour répondre à une question qui est pertinente pour un autre. Au plus petit niveau, le coût, c'est le coût de fabrication du panneau solaire. Ça veut dire fabriquer les cellules solaires, assembler les cellules solaires pour faire un panneau, qui va donc être constitué avec des cellules, avec du plastique qui tient les cellules ensemble, avec une plaque de verre pour protéger le tout, et un cadre en aluminium pour le tenir. Ça, c'est le coût de fabrication du module. Et ça, c'est un coût qui s'est effondré. C'est à peu près divisé par 1000 en l'espace de 40 ans. Et donc, quand je disais 1954, les premiers panneaux solaires, c'est des gadgets, et puis les coûts diminuent, grâce au fait de plus on en fait, mieux on en fait, mieux on en fait, plus on en fait. C'est vraiment ça que j'ai en tête. Et aujourd'hui, le coût de fabrication d'un panneau solaire est de l'ordre de 10 centimes par watt crête. Et maintenant, on sait ce que ça veut dire qu'un watt crête. Ça veut dire que vous prenez votre panneau solaire en sortie de chaîne de production, vous le mettez face au soleil le 21 juin à midi, vous comptez combien de watts électriques il sort, vous comptez combien il vous a coûté à fabriquer, et ça vous fait le prix par watt. Mais là, vous avez un panneau solaire que vous tenez, vous, face au soleil, donc il ne sert à rien. Il faut l'installer. Pour l'installer, il faut acheter le panneau solaire, et puis il faut acheter de l'électronique pour le raccordement, et puis il faut la manœuvre pour l'installer, et puis il faut de quoi fixer le panneau. Ça, c'est le coût du panneau solaire installé. Et j'ai dit ce que ça voulait dire une puissance installée. Le panneau solaire, c'est 10 centimes du watt crête. Au niveau de la puissance installée, sur une installation au sol, on est typiquement autour de 1 € par watt installé, par watt crête. Installation au sol. On monte à 2-3 € sur une installation en toiture. Donc c'est ça la différence de coût que tu évoquais. Mais je suis toujours en euros par watt, c'est-à-dire la quantité de puissance que mon système est capable de produire dans les conditions optimales. Ça ne dit pas du tout ce qu'il produit vraiment. Pour savoir ce qu'il produit vraiment, il faut que je compte combien il a produit pendant toute sa durée de vie et que je compare ce que ça m'a coûté à l'installation, à l'opération, à la maintenance et au démantèlement. Et quand je fais ce calcul-là sur la durée de vie d'un panneau, aujourd'hui, c'est à peu près 30 ans. Quand je fais cette calcul-là sur 30 ans et que je calcule la somme de tout ce que j'ai dépensé en 30 ans et de tout ce que j'ai gagné comme énergie en 30 ans, j'ai ce qu'on appelle le coût actualisé de l'énergie, le LCOE. Quand l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, dit le solaire, dans les bonnes conditions, est la source qui est la meilleure marché de l'histoire de l'humanité, c'est de cette grandeur-là dont elle parle, du LCOE. Dans le coût de production, l'installation, c'est à peu près un tiers. Et une grosse partie, c'est le coût du capital. C'est-à-dire ce que ça m'a coûté d'emprunter de l'argent pour installer la centrale. Mais le LCOE, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le LCOE est un indicateur pertinent pour une source qui est homogène avec le système dans lequel elle s'intègre. Mais le photovoltaïque, on l'a dit, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on se sert du LCOE comme indicateur. Mais en fait, je ne peux pas imaginer remplacer tout le parc existant par du solaire et juste substituer les LCOE. Parce que quand le solaire va devenir une part de plus en plus importante, et on a dit ça commence maintenant à se sentir, il va falloir adapter le réseau de différentes manières, de la flexibilité de la demande, du développement technologique, etc. etc. Qui paye ça ? Il y a une certaine logique à considérer que ce coût système soit en partie affecté à ces nouveaux modes de production. Mais en fait... Au même titre que le démantèlement des centrales nucléaires devrait être pris en compte dans le prix du nucléaire, dans le coût du nucléaire. Oui, alors le coût du démantèlement des centrales est inclus dans le coût du nucléaire. On peut se demander s'il est bien inclus ou pas, mais il est inclus. Je dirais plutôt, à qui est-ce qu'on attribue le coût du réseau ? Est-ce qu'on considère que les sources historiques... on a développé le réseau comme on l'a fait pour les sources historiques. Et donc, en fait, il y aurait une certaine logique à leur attribuer le coût de ce réseau. De la même manière, si on dit que le réseau doit évoluer, il y a une certaine logique à attribuer aux sources qui nécessitent cette évolution le coût de cette évolution. Je reprends mes périmètres. La fabrication du panneau, l'installation du panneau,
l'intégration sur toute la durée de vie du panneau, et puis l'écosystème. Et en fait, quand on se projette sur des perspectives de et alors, si je faisais un mix très différent, à quoi ça ressemblerait? C'est le coût-système qui nous intéresse le plus. Mais ce coût-système, il dépend énormément des choix qu'on fait. Des choix technologiques, des choix d'usage, de quel type de service on attend. Donc, c'est un périmètre qui est très sujet à discussion. Le coût de fabrication du panneau, il est très clair. Il est bien défini, il est bien estimé. Donc, c'est un chiffre robuste, mais qui ne répond pas complètement aux questions qu'on a envie d'avoir. Et donc, il faut jongler avec tout ça. Une petite question, on va aborder les questions industrielles qui sont très intéressantes. Juste pour savoir, dans le monde, quels sont, on l'a dit abondamment, aujourd'hui, où sont les terawatts installés en Chine principalement, Oui. mais quels sont les autres? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont parié sur le solaire, qui sont allés sur cette question-là? La Chine a aujourd'hui, de très loin, le premier parc photovoltaïque au monde. À elle toute seule, elle représente à peu près 40% de tête du parc installé. Donc c'est gigantesque. Essentiellement, les deux gros acteurs autres, c'est États-Unis et Europe. Et il y a une certaine logique, hein, c'est aussi les très très gros consommateurs d'énergie. Au sein de l'Europe, l'Allemagne a un parc installé qui est particulièrement important. L'Inde est aussi vraiment sur une dynamique de croissance du photovoltaïque. Je n'ai pas forcément là de commentaires extrêmement précis à faire. Le plus efficace, ce sera d'aller voir au niveau des sources sur cette répartition. Alors, on va parler peut-être un petit peu de la technologie quand même. C'est intéressant, il y a une question de rendement. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va d'abord parler de la question de rendement. Aujourd'hui, quel est le rendement d'un panneau solaire et est-ce que technologiquement, on va pouvoir dépasser les limites qui semblent s'imposer à la technologie actuelle? Ouais. Je ferais peut-être, pour commencer, une toute petite aparté, une toute petite parenthèse. En fait, la notion de rendement, elle est indirectement pertinente pour le photovoltaïque. La notion de rendement, elle est définie au départ comme un concept de thermodynamique. C'est j'ai du charbon que je veux utiliser pour une machine thermique, un moteur, et je me demande quelle est la quantité de service, de travail en termes de vocabulaire thermodynamique, de puissance motrice dans le vocabulaire de l'époque, que je vais récupérer pour la quantité de charbon que j'ai acheté au départ. Donc le rendement de ma machine, c'est le rendement entre mon combustible et mon service. Et puis cette notion-là, on l'applique au photovoltaïque. Et donc je regarde le rendement avec lequel je convertis la puissance du soleil en puissance électrique. Mais en fait, la puissance du soleil, je ne la paye pas. Donc ce n'est pas le rendement de la puissance du soleil qui m'intéresse. Ce que je paye, c'est mon convertisseur. Ce que je paye, c'est mon panneau solaire, c'est la matière qui est dedans, c'est les mètres carrés qu'il occupe, c'est les euros que j'ai dépensés pour l'avoir. Mais quand je parle du rendement d'une centrale thermique, je ne parle pas du coût de la machine, je parle que du coût du combustible. Donc il y a un endroit où on parle de rendement d'un panneau solaire comme on parle du rendement d'une turbine, alors qu'en fait, ce n'est pas les mêmes choses qui m'intéressent. Dans un cas, c'est le rendement du combustible, dans l'autre cas, c'est le rendement de l'objet. Oui, mais par exemple, plus un objet est efficace, moins il va prendre de place. Par exemple, si c'est un Absolument. sujet d'artificialisation. Tu as tout à fait raison, et c'est en ça que je dis que le rendement est pertinent, mais il l'est indirectement. Parce que la quantité d'énergie solaire étant donnée, le rendement me dit quel est le nombre de mètres carrés, de matière, etc. etc. Aujourd'hui, le rendement typique d'un panneau commercial est de l'ordre de 22%. 20-22%. Pareil, c'est une progression assez spectaculaire. Dans le premier livre que j'ai lu d'estimation d'ordre de grandeur, qui est l'excellent livre de David MacKay, qui s'appelle « L'énergie durable, pas que du vent », qu'il faut absolument lire. Toujours aujourd'hui ? Ouais. Ah oui, c'est prodigieux dans la démarche et dans la réflexion qu'il mène, MacKay. Et le livre est gratuit. C'est le livre qui m'a fait basculer vers l'énergie. Il prenait 10% de rendement pour les panneaux solaires. On est à 20. Non, mais peut-être, on reviendra sur le rendement, mais toi, quand même, ta trajectoire, c'est qu'au début, tu faisais de la physique quantique et tu as basculé vers l'énergie. Tu peux juste, en un mot, dire Bien pourquoi. Ma spécialité de départ, tu as raison, c'est mécanique quantique expérimentale, physique des atomes ultra-froids, qui est une physique que je trouve absolument merveilleuse. Il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé une préoccupation pour les enjeux énergie, climat, environnement, qui est allée croissante, et l'envie d'y consacrer du temps de travail.
Et il s'est passé la précarité du monde de la recherche et la perspective de se dire que je n'avais pas envie de cumuler de la précarité avec des post-docs à répétition dans l'idée peut-être un jour d'avoir un poste. Et donc j'ai opté pour aller vers les questions d'énergie après ma thèse pour cette double préoccupation en me disant tant pis pour le monde académique, j'irai faire de l'énergie là où je pourrais. Et puis, il se trouve que, comme ce que je savais faire, c'est de l'interaction lumière-matière, c'est le photovoltaïque qui est apparu comme assez naturel comme espace de jeu. Et il se trouve que, quelques années après, j'ai eu la chance d'avoir un poste académique d'enseignant-chercheur que j'occupe aujourd'hui. Mais voilà, voilà la trajectoire. Revenons du coup à nos questions de rendement. Tu disais, aujourd'hui, les panneaux commerciaux, c'est à peu près 20%. Les panneaux commerciaux, c'est 20%. Les technologies... La technologie principale, quasi exclusive, c'est des panneaux en silicium. Les meilleures cellules en silicium en laboratoire sont aujourd'hui autour de 28%. La limite maximum théorique pour cette technologie est à 29%. On sent qu'on est très très proche. Et pour expliquer avec les mains d'où vient ce 29%, en gros, quand on absorbe la lumière du soleil, le panneau n'est pas capable d'absorber la lumière qui est portée par des photons, des grains de lumière de basse énergie, les photons rouges, enfin, infrarouges, dont parlait déjà Becquerel, pas dans ces termes-là. Et puis, les photons de très haute énergie, eux, ils sont très bien absorbés, mais on gaspille une partie de leur énergie. Et donc, il y a à peu près un tiers de l'énergie qui n'est pas absorbée, un tiers de l'énergie qui est gaspillée, et un tiers de l'énergie qui peut être convertie. Et donc, on est à peu près 30%, la limite est à 29%. C'est pas la limite ultime, c'est la limite de cette stratégie de conversion photovoltaïque. Il y a d'autres façons de faire du photovoltaïque. Et une première façon de faire, c'est de juxtaposer des matériaux. À ce moment-là, je peux imaginer que les photons de très haute énergie, plutôt que de gaspiller toute leur énergie, ils vont être bien convertis par un premier matériau. Mais ce matériau, s'il était tout seul, il laisserait passer trop de lumière. Mais cette lumière qu'il laisse passer, elle peut être convertie par un matériau qui se trouve ensuite. Et donc ça, c'est une structure qu'on appelle tandem, parce que c'est 2 cellules. Puis on peut faire ça avec 3, 4, 5 cellules. Il y a un compromis entre la complexité de l'objet, plus on met de cellules, plus c'est affreux, le coût de fabrication et les performances qu'on peut atteindre. J'avais évoqué le spatial, à l'origine du photovoltaïque. Le spatial continue d'utiliser du photovoltaïque aujourd'hui et continue d'avoir pas beaucoup de préoccupations pour le prix du panneau solaire comparé au prix du satellite. Le spatial utilise des triples jonctions, 3 matériaux l'un sur l'autre, pour que chaque mètre carré du satellite produise le plus d'énergie possible. Et là, on est dans des rendements de l'ordre de 40%. La vraie limite ultime théorique est plutôt autour de 90%. Et ça, c'est très très long. Le record du monde est à 47%. En laboratoire. En laboratoire. Et là on n'est pas en train de parler d'une technologie solaire. On est en train de parler d'une cellule Frankenstein qui a pour avec objectif, plein de matériaux différents. Voilà, c'est 6 jonctions. Alors en fait, ils ont fait un peu mieux avec 4 jonctions après. Le but, c'est d'avoir le record du monde, quoi. C'est pas de faire une techno de l'énergie. Du côté techno de l'énergie, 22% les rendements commerciaux, 27%, 28% les records de laboratoire, 29% la limite théorique. Les perspectives, c'est d'aller vers des cellules tandem produites en grande quantité. Parce que si du coup le plafond est plus à 30%, mais le plafond passe à 40%, alors passer de 28 à 29 quand la limite maximum c'est 29, c'est très compliqué. Passer de 28 à 29 quand la limite c'est 40, on sent qu'il y a plus de marge. Ça, à quel horizon c'est imaginable? Est-ce que ça ferait une révolution dans l'industrie du panneau photovoltaïque, ces cellules tandem? Les perspectives d'arriver sur le marché significatives, c'est-à-dire à quelques points de part de marché, pour les cellules tandem, à dire d'experts, les perspectives, c'est 2035. Donc, pas très loin. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une évolution? C'est pas évident. Les perspectives, c'est de rester sur une base de cellules silicium. Donc, le socle de la technologie reste inchangé et de venir rajouter une surcouche technologique qui sera une cellule tandem. Il y a un intérêt fort au développement des rendements. Si on revient sur la question des coûts que j'ai évoqués,
Dans la fabrication du module, les cellules, c'est la moitié. Le reste, c'est le plastique, le verre, l'alu. Le module, c'est 10 centimes sur une installation qui fait 1 euro. Donc les cellules, c'est 5 centimes sur 1 euro. Et l'installation, c'est un tiers du coût de production. Autrement dit, si j'ai des cellules qui sont un peu plus chères, mais qui sont plus efficaces, je peux baisser significativement le prix. Parce que le prix des cellules, aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Pour le dire autrement, si aujourd'hui tu me proposes d'acheter sur le marché, alors les chiffres que j'ai en tête sont un peu vieux, mais si j'ai le choix entre acheter sur le marché un panneau à 20% de rendement et qui va me coûter 20 centimes du watt à acheter le panneau, aujourd'hui c'est 10, le chiffre que j'ai en tête c'est 20. 20 centimes pour 20%. Option 1. Option 2, je peux avoir gratuitement un panneau à 10% de rendement. C'est quoi la meilleure option ? 20% de rendement. Ouais, vu le coût d'installation, aujourd'hui, il vaut mieux que je paye un peu plus cher pour avoir un truc qui marche mieux. Parce que de toute façon, je vais payer l'installation, je vais payer le raccordement, je vais payer la main-d'œuvre. Et ce travail-là, il vaut mieux qu'il soit payé pour un truc qui va marcher efficacement que pour un truc avec un rendement plus réduit. Juste d'ailleurs, sur les questions de perte de rendement, tu disais une installation photovoltaïque, c'est 25-30 ans à peu près aujourd'hui. Ça, moi, j'étais un peu étonné parce que, en fait, ça perd un peu de rendement, un panneau photovoltaïque, mais pas autant que ça. Enfin, j'ai été étonné des chiffres. Est-ce que tu peux dire à quel point, justement, ça se déprécie dans le temps ? Il y a deux aspects. Il y a la question de la dégradation, donc la perte progressive de rendement. Typiquement, c'est... alors, les pertes, c'est un peu confusant. On parle du rendement par rapport à la puissance solaire, donc on dit 20% de rendement, et on parle des pertes, non pas par rapport à la puissance solaire, mais par rapport à la puissance relative. Donc, j'ai un panneau à 20% de rendement, la première année, il perd 1% de rendement, il passe pas à 19, il passe à 19,8. Il perd 1% de 20%. Les pertes, typiquement, la première année, c'est 1% de puissance relative, donc 20 à 19,8. Et après, c'est typiquement entre 0,5 et 1% par an. Ça veut dire que sur l'espace de 25 à 30 ans, le panneau est passé de 20% de puissance nominale ou 22% de puissance nominale à quelque chose entre 16 et 18%. Donc, tu as tout à fait raison, il n'est pas mort, le panneau. En tout cas, pas de l'effet de cette dégradation. La durée à 25 à 30 ans, c'est typiquement la durée garantie par les fabricants. Et donc, c'est la durée normalement sur laquelle l'efficacité n'aura pas chuté plus brutalement que ça, et où normalement, il n'y aura pas non plus de défaillance majeure du panneau. Un point de connexion qui lâche. Et s'il y a un câble qui se déconnecte pour une raison ou pour une autre, une soudure qui est mal faite ou quoi que ce soit, évidemment, on n'est pas sur la dégradation progressive. On est sur une panne plus brutale. Donc, la durée de vie de 25 à 30 ans, en fait, c'est la durée de vie de la garantie qui couvre le panneau. Et donc, c'est la durée qu'on prend en se disant, c'est la partie safe de l'affaire. Mais typiquement, pour un particulier, même si on fait une installation, même si elle produit moins, elle pourrait durer 50 ans ou... Oui, alors après, en fait, on n'a pas de panneaux modernes qui ont 50 ans. Ouais. Donc, on fait des tests de vieillissement, on se fait des notions de comment ça va vieillir. Il y a toujours un écart avec la réalité. Justement, les particuliers, il y a eu une frénésie avec l'augmentation du prix de l'électricité, d'installation de panneaux solaires. Je crois qu'on a dépassé le million en France d'installations photovoltaïques. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi ? La question, pour moi, est vraiment de se demander quelle est la motivation, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je pense que un certain nombre de gens ont fait les choses parce qu'ils ont fait un calcul économique, et qui se sont dit qu'il y avait une rentabilité pour eux à avoir un panneau et à autoconsommer une partie de leur production. La partie revente de la production solaire a été revue à la baisse de façon très significative en 2025. Donc les tarifs de rachat par le réseau sont beaucoup plus faibles. C'est ce qu'on disait avant, hein. Il y avait des mesures incitatives, le secteur s'est développé, les mesures incitatives se réduisent, c'est parfaitement normal. Moi, ce qui me semble le plus intéressant dans la perspective, c'est vraiment la perspective de donner à tout le monde un accès à une technologie de l'énergie. En fait, le photovoltaïque, c'est la seule occasion qu'on a d'avoir les mains sur une technologie de production d'énergie. Je ne vais pas installer une éolienne dans mon jardin, je ne vais pas installer une turbine à gaz dans ma cave. Une centrale nucléaire.
Et j'ai pas de quoi mettre de l'hydro. Par contre, avec du photovoltaïque, j'ai accès à une technologie de production de l'énergie. Et je pense que l'intérêt, il n'est pas juste dans le nombre de kilowattheures que ça génère, il est dans la façon dont, du coup, on se saisit de ces questions. Tous les copains qui installent du photovoltaïque sur leur toit ont une application et ils regardent combien ils consomment chez eux, à quel moment ils consomment, est-ce qu'ils peuvent matcher leur consommation avec ce qu'ils produisent. D'ailleurs, ils produisent combien? Ça représente quoi un kilowattheure? C'est une forme d'acculturation. Exactement. C'est une acculturation qui peut se faire à l'échelle strictement individuelle, moi chez moi sur le toit de mon pavillon, qui peut se faire dans des collectifs citoyens, soit parce que en fait on est 5 à se poser les questions et donc on réfléchit ensemble parce qu'on réfléchit mieux quand on est ensemble pour faire chacun chez soi, ou alors parce qu'il y a des bâtiments municipaux, ou alors parce qu'il y a des projets qu'on peut porter. Et à ma connaissance, le photovoltaïque est la seule technologie qui permet de faire ça parce que c'est une technologie modulaire. C'est le même panneau que j'en installe des hectares ou que j'en mette 2 sur mon toit. Et donc je pense que là, il y a un truc qui est vraiment intéressant, pas juste sur la question de la production énergétique en kilowattheure, pas juste sur la question des euros, mais sur une notion de justice énergétique au sens justice de procédure, de comment on prend des décisions, comment est-ce qu'on implique des gens. Et je pense qu'il y a aussi là quelque chose qui explique le succès de ce développement. Il y a un des sujets qui est très intéressant, et je sais que tu n'es pas un expert, mais juste, je trouvais que c'était important d'en parler, c'est que on parle beaucoup du nucléaire ou de ce type d'énergie et d'électricité, mais pour avoir du nouveau nucléaire, ça met des dizaines d'années. Or, le problème climatique, il va se poser maintenant. Un des intérêts du solaire, c'est justement la capacité à être déployé rapidement. Oui, c'est vrai. Si vous voulez installer un panneau chez vous, c'est sensiblement instantané en réalité. Prends un panneau, prends un onduleur. Il y a une déclaration à faire pour dire je branche un panneau et sur les puissances que vous installez, il y a besoin de rien faire d'autre que de se brancher sur une prise pour injecter. Sur les installations de plus grande taille, il y a davantage de procédures, davantage de démarches à faire, mais on parle de au maximum quelques années. C'est très différent d'un chantier de très grande ampleur. Deux choses. On voit comme le développement du photovoltaïque nécessite un ajustement du réseau qui est un chantier de très grande ampleur et donc qu'il faut absolument anticiper. Et donc, il ne faut pas confondre la vitesse de déploiement des parcs de production. Il y a un moment où et c'est maintenant, où on se rapproche de la limite du réseau d'encaisser les choses sans moufter. Donc, il va falloir adapter ça, et ça prend du temps. Et ensuite, il y a toujours le risque d'une opposition du court terme et du long terme, en se disant, puisqu'on a une solution de court terme, du coup, on ne développe pas le long terme. Mais du coup, au moment où le long terme aurait dû être disponible, il ne l'est pas. Donc, on met une solution de court terme, et le long terme est reprojeté à encore plus long terme. Et ça, c'est quand même un cercle vicieux qu'on retrouve absolument systématiquement dans les questions écologiques, qui nécessite une vraie réflexion à long terme. Dernière question, parce qu'on a été très bavard, mais quand même les enjeux industriels, tu l'as dit, la Chine. Est-ce que peux nous faire un petit état des lieux de l'industrie du photovoltaïque qui a été beaucoup captée par la Chine? Est-ce qu'il y a des perspectives possibles en Europe? Voilà, où est-ce qu'on en est d'un point de vue industriel? Alors, aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est du silicium, et c'est du silicium chinois. Ça, c'est très clair. En fonction des différentes étapes de la chaîne de valeur, la Chine, c'est plus de 97% de la part de marché sur typiquement la fabrication des wafers, donc des galettes de silicium qui vont devenir des panneaux solaires. Sachant que du silicium, on en trouve au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Australie. Enfin, on en trouve pas partout dans le monde, mais c'est assez... Le silicium est une ressource relativement abondante. La difficulté, c'est d'avoir un silicium qui est dès le départ relativement pur pour que l'étape de purification qui va suivre après soit le plus indolore possible. En termes d'atomes, on ne manquera jamais de silicium sur Terre. On est assis sur une boule de silicium. C'est le deuxième élément le plus présent de la croûte terrestre. Mais il ne faut pas juste avoir du silicium, il faut avoir du silicium suffisamment pur pour qu'il soit rentable du point de vue économique de l'exploiter. Donc l'industrie photovoltaïque aujourd'hui passe de manière quasi exclusive au moins à une étape de la chaîne de production par la Chine. La seule étape qui est un tout petit peu plus déployée pour l'instant, c'est l'assemblage des cellules pour faire des panneaux solaires. Tu l'as évoqué, il s'est passé deux choses. La Chine a d'une part mangé ses concurrents, et puis d'autre part, le marché s'est tellement étendu
que ce qui pouvait exister à l'époque et qui représentait une fraction de quelques pourcents du marché, quand le marché c'était des gigawatts, aujourd'hui c'est des térawatts, et donc si ça n'a pas bougé, et ben c'est devenu 0,01% de l'affaire. Il existe des projets de développement industriel de fabrication de cellules en Europe. Et il y a une volonté européenne d'une réindustrialisation européenne. Ça fait partie des missions de l'institut dans lequel moi je travaille, qui s'appelle l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France, que de contribuer à cette réindustrialisation. Et aujourd'hui, il y a typiquement 3 ou 4 projets sur le territoire français qui disent vouloir relocaliser une chaîne de fabrication de cellules solaires. Je pense 2 choses par rapport à ça. Je pense que on ne sera jamais compétitif, à mon avis, avec la Chine si on continue d'imaginer qu'il faut suivre les règles du marché et que les règles du marché disent ce qu'il faut faire. La Chine n'a pas joué avec les règles du marché. Les études européennes, la Commission européenne a demandé une enquête sur les pratiques commerciales chinoises du photovoltaïque, qui a acté que le photovoltaïque chinois, pendant les années de son développement, était vendu en dessous des prix recommandés par l'Organisation mondiale du commerce. Donc la Chine n'a pas joué avec ces règles. Et elle n'a pas joué pour une raison très claire. Elle a considéré qu'il y avait un intérêt stratégique à monopoliser ce marché. En France, en Europe, est-ce qu'on considère qu'il y a un enjeu stratégique à avoir la main sur la production d'une partie de nos technologies de l'énergie? Et si on considère que c'est un enjeu, c'est quoi le coût de ce truc-là? C'est quoi le prix de notre souveraineté? Et il faut se dire qu'on va payer ce prix, qu'on va payer des cellules un peu plus chères, et que ça va être ce qu'il faut payer pour avoir la main dessus. Sachant qu'on l'a dit, c'est pas ça qui va faire une différence substantielle sur le coût après de l'installation. Exactement. Et donc là, c'est vraiment la question de qui sont les acteurs qui font ces choix économiques. Parce que si je suis celui qui achète le panneau, le coût de la cellule, il m'intéresse beaucoup plus que si je suis le consommateur, pour qui le coût de la cellule, c'est un tout petit bout de l'affaire. Donc, premier enjeu, il y a des perspectives qui existent. Je pense que pour que ces perspectives soient viables, elles doivent être accompagnées d'une volonté politique. Et je pense que cette volonté politique, elle doit aller vers une reconnaissance de l'enjeu, du coût, du prix que ça représente d'avoir une souveraineté sur une chaîne de valeur technologique. Deuxième aspect, même en utilisant des cellules chinoises, comme c'est le cas actuellement, rappelons que, comme tu l'as dit, les cellules, c'est une petite partie de l'affaire. Et donc, quand on fait une installation photovoltaïque en France, on paye 0,1 centime pour acheter un panneau chinois, éventuellement 0,5 centime pour les cellules, et puis le reste, c'est un module qui peut-être a été assemblé en France. Et ensuite, la main-d'œuvre, l'installation, le raccordement, tout ça, c'est une dépense qui est faite ici. Donc, c'est pas de l'argent qui part. Après, qu'est-ce que cet argent devient? À qui est-ce qu'il arrive? C'est une question qui dépasse effectivement mon expertise. Peut-être dernière toute petite question, celle quand même des matériaux, parce qu'on parle forcément, quand on parle des ressources énergétiques, on parle de la criticité des matériaux ou de leur capacité à aller chercher des matériaux. Quand on pense au gaz, au pétrole, etc., on voit que c'est le cœur du sujet des problématiques énergétiques. Est-ce qu'il y a des matériaux critiques? J'ai repris la liste, là, par exemple, pour 1 mètre carré de panneaux solaires, donc on utilise 14 kg d'acier, 12 kg de béton, 900 g de cuivre, 1,6 kg d'aluminium, 8 kg de verre, 600 g de silicium, 4 g d'argent. Dans tout ce panorama, est-ce qu'il y a des sujets qui sont critiques en termes de matériaux et qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Alors d'abord, ça m'évoque 2011, le journal télévisé de France 2, et cette époque-là où la question des matériaux a aussi été mise en avant. On a dit « Oh, les terres rares ». Voilà. Il n'y a pas de terres rares dans les panneaux solaires du tout, parce que les terres rares, c'est un nombre limité d'éléments chimiques, et il n'y en a pas. La question qui se pose, c'est celle que tu as très bien formulée, des ressources critiques, qui sont donc un enjeu, non pas simplement de rareté de la ressource, est-ce qu'il y a des atomes qui existent ou pas, mais des goulets d'étranglement qui existent sur les chaînes d'approvisionnement. Genre, est-ce que la Chine possède l'intégralité de la production? De ce point de vue-là, le silicium est une ressource qui a une criticité, parce que, à l'heure actuelle, sa production passe très largement par là. Pour le coup, c'est une criticité industrielle. Oui. Pas géologique. Pas de rareté de la ressource, absolument. Mais c'est le cas de la plupart de la criticité en réalité. Et d'ailleurs, dans la liste que tu as citée, tu remarqueras que la plupart des éléments dont on parle,
ce qui pèse lourd dans une installation solaire, c'est des matériaux de structure. C'est pas des matériaux fonctionnels. C'est le béton, l'aluminium, l'acier, le cuivre, dans une certaine mesure. C'est pas forcément les trucs... on a en tête des matériaux sexy qui servent à faire des aimants, et ça s'appelle du dysprosium, du néodyme, et des trucs comme ça. Et en fait, les matériaux dont on parle là, c'est des matériaux qui sont beaucoup plus banaux, mais qui posent des vraies questions. Est-ce qu'on est en mesure de produire suffisamment de verre pour couvrir les panneaux solaires à la vitesse de production qu'on a? Ben ça, c'est des vraies questions industrielles. D'où l'intérêt d'augmenter les rendements. Absolument, parce que plus de rendement, c'est moins de matière pour les effets indirects qu'on a discuté un tout petit peu plus tôt. Donc, premier point, il faut se poser la question des matériaux de structure, de la capacité industrielle de les produire, et le complémentaire, c'est de la capacité à les recycler, et pas à les downcycler pour des usages, mais à réutiliser ces matériaux pour fabrication d'autres panneaux. Éventuellement, on touchera un mot. Sur les matériaux qui sont directement utilisés pour la conversion photovoltaïque, tu as évoqué le silicium, c'est l'essentiel de la matière dans une cellule solaire. L'argent est effectivement un point sensible, parce que la quantité d'argent nécessaire sur la quantité de cellules qu'il y a à produire peut poser question. Et là, les perspectives, c'est d'une part la diminution de la quantité d'argent nécessaire au fur et à mesure de l'amélioration des process, et des perspectives de substitution. Typiquement, on sait aujourd'hui faire des cellules qui fonctionnent très bien avec du cuivre à la place de l'argent comme contact métallique. Ça pose d'autres questions. Il y a quelques matériaux un peu plus exotiques. Par exemple, dans la liste que tu as vue, tu as peut-être lu le nom de gallium. Ou l'indium. L'indium peut être utilisé dans certaines couches spécifiques pour des propriétés optiques, on va dire. Mais l'indium comme le gallium que j'évoque sont utilisés dans des quantités extrêmement réduites par rapport à l'usage qu'on en a, par exemple, en microélectronique. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle des dopants. Donc, c'est vraiment dans des quantités qui, à ma connaissance, ne posent pas de questions sur les volumes, compte tenu des volumes qui seront nécessaires. Donc, question industrielle sur les matériaux de structure nécessaires à l'installation des panneaux solaires. Question de criticité de matériaux fonctionnels, en particulier silicium-argent, qui sont des vrais points de vigilance, mais à ma connaissance, qui ne sont pas contraints par des limites géologiques et davantage par les dépendances géopolitiques induites par les chaînes de production actuelles. Là, tu l'as formulé de manière très précise, mais en gros, il n'y a pas de, à court terme et à moyen terme, de red flag, d'inquiétude majeure quant à la criticité des matériaux sur les panneaux solaires. Pas à ma connaissance, pas de ce que j'ai pu lire. Là aussi, il y a des rapports en particulier de l'IEA sur la question. Non, mais la géopolitique peut évoluer, etc. Mais a priori, c'est pas le cas. Dernier mot, parce que tu l'as évoqué. Donc, troisième dernière question. Quelle est la capacité de recycler versus downcycler ou réemployer les matériaux quand il s'agit de panneaux photovoltaïques? Alors aujourd'hui, on dit qu'on recycle 90% des panneaux. Ce que ça veut dire concrètement, c'est on prend un panneau, on retire le cadre en aluminium, hop, ça on sait recycler. On retire le verre, on essaie d'en faire quelque chose, mais on se dit que le verre c'est recyclable. Éventuellement, on brûle les plastiques, donc c'est de la valorisation énergétique, n'est-ce pas? Et donc on a recyclé 90% de la masse du panneau, mais on n'a pas touché aux cellules. À l'heure actuelle, les cellules sont globalement pas recyclées. C'est en train d'émerger. Et c'est pas absurde que ça ne commence à émerger que maintenant. On a parlé de l'exponentielle des panneaux solaires, on a dit qu'il y avait une masse critique. Bon, on commence là à récupérer vraiment le début de la vague. Et donc, il faut espérer que l'augmentation de la matière à recycler nourrisse un développement industriel. Il y a des preuves de principe qui existent. Il y a des entreprises qui existent qui savent récupérer une partie des métaux qui sont déposés sur les panneaux solaires et donc typiquement récupérer l'argent qu'on évoquait tout à l'heure. Qui savent... C'est pas trop diffus, justement. On parlait 4 grammes par mètre carré, c'est pas beaucoup. Les contacts sont peu diffus. Ils sont localisés en surface de l'échantillon, enfin de la cellule. Et donc, il s'agit de réussir vraiment à décoller. Ce qui est très diffus dans le silicium, c'est le dopant que j'ai évoqué, qui est en très, 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 très petite quantité,
mais très 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 difficile à récupérer. Mm. Reste que le silicium, même dopé, il est quand même sacrément plus pur que le silicium qu'on a extrait dans la carrière au départ. Mm. Et donc, il y a des perspectives de recycler ce silicium. Et à nouveau, pour l'instant, ce que je sais, c'est que la preuve de faisabilité technique existe. On a déjà pris des cellules, broyé des cellules, repurifié le silicium et refait une cellule avec. Donc, on sait que c'est techniquement faisable. La question, c'est la rentabilité économique et la compétitivité par rapport à la filière standard qui consiste à récupérer du silicium tout neuf, le purifier à partir du départ et faire des wafers avec. Ça, j'ai pas de perspective. C'est toujours un mystère pour moi de comment ça se fait que ce soit à ce point-là moins cher de repartir de la matière brute plutôt que de repartir de la matière qui a déjà été travaillée. Mon espoir, c'est que l'augmentation des volumes va amorcer une pompe industrielle, une courbe Un d'apprentissage. gisement important Exactement. en recyclant. Et que ça va aller dans cette direction-là. Daniel Suchet, un grand merci d'être venu au micro du Greenetter Club. Merci encore pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt.